Bienvenue, chers élèves, dans un nouvel rendez-vous concernant cette série de séances de révision pour la discipline génie électrique pour les élèves de quatrième année, sciences et techniques, toujours présentée par votre professeur Mohamed Farcheni, sous la direction de nos chers messieurs, monsieur Mourad Haji comme inspecteur et les messieurs élèves inspecteurs, monsieur Fedi Boujnah et Manji Padri. Donc, notre séance d'aujourd'hui aura comme support de travail et un système technique qui est la fardeleuse semi-automatique. C'est quoi cette fardeleuse? C'est une machine d'emballage permettant d'emballer des cartons avec des films en plastique pour la protection. Et comme thème abordé durant cette séance, on aura le thème 3 de notre programme officiel qui est la logique séquentielle et plus précisément, on va toucher les graphes synchronisés ainsi que les compteurs intégrés synchrones. Commençons par la première partie qui est l'étude d'un graphe synchronisé. Elle nous demande de se référer aux documents fournis au lien de la science comme une ressource pédagogique. Et en se référant aux pages 1, 2 et 3, on doit identifier la condition initiale avec laquelle va démarrer notre graphe 7 pour bien piloter le système présenté. Donc, revenons à la description du graphe 7 de conduite des tâches GCP. Ce graphe 7 décrit les différentes tâches de la fréneuse. Ici, il s'exécute successivement. Il nous dit la mise en tension de la fardeleuse et la présence d'un carton de volatilité différencié capté par le capteur CP. Le fonctionnement global va commencer. D'où notre condition initiale avec laquelle va démarrer notre fonctionnement. Donc, c'est DCY et CP pour débuter le fonctionnement. Mais, soit les graphes 7 suivants à compléter. Rappelons que c'est quoi les graphes 7 synchronisés? C'est un ensemble de petits graphes 7 qui devaient composer un seul graphe 7, mais subdivisés en petites tâches, et bien sûr la création d'un graphe 7 qu'on appelle graphe 7 de conduite ou de coordination des tâches pour avoir un dialogue cohérent et une bonne organisation de fonctionnement de notre système. Ce graphe 7, c'est le graphe 7 GT, avec laquelle c'est lui qui va commencer avec la condition initiale qu'on a définie précédemment, qui est DCYCP. Il a le rôle de piloter les autres tâches et coordonner leur fonctionnement entre eux. Et bien sûr, pour réussir à faire un graphe 7 synchronisé, c'est de réussir de comprendre le dialogue qui doit être entre les graphes 7 tâches et le graphe 7 GCT. Cette réceptivité va enclencher ou activer exactement l'étape 21 du graphe 7 GCT. Cette étape va nous servir, l'étape 21, va nous servir comme une réceptivité pour faire la transition de l'étape de repos 30 de la tâche 1 pour commencer l'étape 31. Donc, on a les directives données par la description de la tâche 1. L'activation de l'étape 1 du graphe 7 de coordination enclenche dans l'ordre les opérations suivantes. La rentrée de la tige du Vera C1, et si on revient au tableau du choix technologique, on va remarquer que cette action est faite par l'action 12M1. C1 permet le transfert du carton sur le convoyeur et l'entraînement de films plastiques. L'action des capteurs S6 et S7 par deux tendeurs pivotants entraîne la rotation des moteurs MT1 et MT2, d'où l'action des CAM1 et CAM2 réalisée à l'étape 32. Et le Vera C1 continue sa course
jusqu'à l'action du capteur L10. C'est pour cela qu'on a l'action 12M1 continue dans cette étape et bien sûr, elle sera achevée par le capteur L10. Les moteurs MT1 et MT2 continuent à fonctionner jusqu'à ce que les deux tendeurs pivotants actionnent les capteurs S8 et S9 et la tige de vérin C1 reste en position rentrée. À cette condition, comme réceptivité après l'étape 33, il y aura une étape sans action qui devient active pour le graphe 7 GT1, qui est l'étape X34. À quoi va nous servir cette étape? C'est de faire le compte rendu de cette tâche vers le maître, vers le graphe 7 maître, qui est le graphe 7 de coordination, pour lui énoncer qu'elle a achevé sa tâche. D'où le numéro de cette étape, l'X34, on va l'utiliser comme réceptivité pour désactiver l'étape X21 pour passer à l'étape ou activer l'étape X22 du graphe 7 de coordination. Et de même, il va activer, tout d'abord, il va désactiver et faire revenir le graphe 7 tâche GT1 à son état de repos, d'où il revient à l'étape X30, et en même temps, il va enclencher le fonctionnement de la tâche GT2. Donc, l'X22, on le trouve comme réceptivité après l'étape de repos de la tâche de GT2. Et puis, on va enchaîner le fonctionnement de cette tâche comme il est décrit dans le document technique de notre système. Tâche 2, il nous dit qu'après l'activation de l'étape de graphe 7 GCT, cette étape va enclencher dans l'ordre les opérations suivantes. Premièrement, la sortie de la tige du vérin de maintien C2 pour débloquer, pour bloquer désolé, l'ensemble carton film. Cette action est mentionnée par l'action 14M2 pour la sortie de notre vérin C2 et bien sûr le capteur L21 qui sera touché par cette tige. La sortie complète de la tige du vérin C1, d'où le 14M1 jusqu'à actionner le capteur L12. La sortie de la tige du vérin de pressage C3 pour assurer le contact des deux couches du film en plastique, d'où le 14M3 jusqu'à activer le capteur L31. Et l'excitation du relais KA durant 10 secondes, donc on a une action temporisée pour alimenter la résistance de soudage afin de souder et couper le film. Donc on aura deux actions qui sont le relais pour activer la résistance pendant 10 secondes, qui est la temporisation T1 donnée dans le tableau de choix technologique. La rentrée des tiges différents C2 et C3 en même temps, 12M2 et 12M3, déjà mentionné dans notre graphe 7, d'où l'action des deux capteurs de ces deux vérins, des capteurs de fin de course, L20 et L30. Et comme pour la tâche 1 ou le graphe 7 de la tâche 1, on a une étape qui nous servira comme un signal de retour vers le graphe 7 de coordination pour annoncer l'achèvement de cette tâche pour le graphe 7 de coordination. Après cette réceptivité, l'étape X23 de notre graphe 7 de conduite va enclencher ou activer l'étape 23 qui aura pour rôle de clôturer ou faire revenir le graphe 7 tâche 2 vers son état de repos et enclencher en même temps, bien sûr, activer le fonctionnement de graphe 7 de tâche 3. Pour cette tâche, après l'enclenchement ou l'activation de l'étape 3 du graphe 7 de coordination,
on va avoir l'enchaînement suivant, le transfert du carton vers le tunnel de rétraction par la rotation de convoyeur entraînée par le moteur MT5 qui, à travers l'embrayage frein par excitation pendant 10 secondes, commandé par le préactionneur qui est un relais KA3. Donc, on a une action de notre préactionneur KA3, le relais, et une temporisation T3 pendant 5 secondes. L'attente pendant 10 secondes pour rétracter le film en plastique autour du carton. Donc, on aura notre temporisateur T4 et bien sûr la description de ce timing T4 pour l'étape 52 durant 10 secondes. L'apparition d'une étape supplémentaire pour cette tâche qui est l'étape 53, qui servira comme les autres tâches, une réceptivité de retour vers le graphe 7 de coordination, le X53, pour désactiver l'étape 23 et passer à l'étape 24 de notre graphe 7 de coordination. Et bien sûr, cette étape aura pour charge de clôturer le graphe 7 tâche 3, le GT3, et enclencher le fonctionnement du graphe 7 tâche 4. L'activation de l'étape 4 du graphe 7 de coordination permet dans l'ordre les opérations suivantes. Le transfert du graphe 7 vers le poste de refroidissement par le convoyeur en excitant le relais K3 durant 5 secondes et l'arrêt du convoyeur de fonctionnement du ventilateur de refroidissement entraîné par le moteur MT4 pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, et ce qui est mentionné ici pour notre graphe 7. Oui. Une petite rectification, cher élève, pour le capteur fin de course pour le Vera C1, la fin de course, c'est le capteur L11. Je m'excuse pour cette petite fraude. Donc, comme mentionné ici, c'est le capteur L11 pour la sortie, le capteur sortie de fin de course de notre Vera C1. Donc, en se référant à la figure 3 de la page 4 de notre document, document technique pour notre système, complétez le programme en micro-C ci-dessous correspondant au fonctionnement du graphe 7 synchronisé précédent. Donc, le graphe 7 est déjà fait. On va le convertir grâce à la logique programmée, bien sûr en utilisant un microcontrôleur PIC 16F877A. On remarque bien la configuration ou le branchement des différentes entrées-sorties de notre microcontrôleur sont configurées telles que les variables utilisées déjà dans les graphes 7 utilisés précédemment. Donc, rappelons qu'un programme en micro-C se compose essentiellement de deux grandes parties. La partie déclaration et la partie de corps de programme, où lors la partie de la déclaration, on trouve la déclaration des variables et des sous-programmes, c'est nécessaire. Et durant la phase du corps de programme, on va avoir une partie d'initialisation et configuration, initialisation des variables, bien sûr, et configuration du registre s'il y en a, bien sûr, tel que le registre TRIS A, TRIS B, et ainsi de suite, l'adressage et la configuration des entrées-sorties. Par la suite, on trouve les instructions de notre programme principal ou le déroulement déjà voulu de notre
système. Si on revient au programme présenté dans le document technique, on constate que toute cette partie représente la partie déclaration. On va déclarer toutes les variables possibles qu'on va utiliser dans le programme principal, autre que les sous-programmes. Donc, on a utilisé une stratégie de programmation pour le graph7 synchronisé, c'est de déclarer ou programmer chaque tâche de notre graph7 synchronisé dans un sous-programme qu'on appelle void tâche. Puis, on trouve la partie de corps du programme, commençons par la fonction principale void main, où en première partie, on peut constater que c'est la zone pour la déclaration et la configuration des registres. Et à l'intérieur du boucle infinie, on trouve le déroulement de notre programme principal qui est essentiellement ici, c'est le graph7 de coordination avec l'appel des autres tâches comme des sous-programmes. Commençons pas à pas à remplir notre programme en micro-C. En première partie, et en s'appuyant sur la figure donnée de proche branchement des différents variables avec le microcontrôleur CSF 877A. Donc, c'est la partie branchement et déclaration en même temps utilisant la balise S-bit qui nous permet en même temps de déclarer le type de variable et de donner son adresse exacte avec quelle broche elle est connectée. Donc, la première variable demandée, c'est la variable qui est connectée à la broche RB0 de notre microcontrôleur. D'après cette figure, on constate bien que c'est le bouton de mise en marche DCY, donc on dit SBit DCY at RB0 bit. On passe à la deuxième variable demandée, qui est la variable connectée à la broche numéro 2 du port D. Passons à la broche numéro 2, RD2. On trouve que c'est la variable S9. SBit KM4, ici, il nous fournit la variable, mais il nous demande de compléter l'adresse où va être branchée cette variable. Revenons à notre figure, on constate bien tout dessous, le KM4 est relié à la broche numéro 5 du port D. On dit que SBit KM4 at RD5 bit et on va faire la même chose pour le relais KA3. Le KA3 est relayé à la broche 7 du port C. Donc, on dit SBit KA3 at RC7 bit. La dernière ligne de cette partie, c'est la déclaration de toute étape utilisée dans nos graph7 synchronisés qui sont soit le graph7 GCT, soit les graph7 tâches. Elles seront toutes déclarées comme des variables d'un seul bit, donc on dit bit, et toutes ces variables auront une taille mémoire de 1 bit. Passons à la formulation ou la programmation des différents graph7 tâches sous forme de sous-programmes. Constate que pour la première tâche, on a utilisé un sous-programme void tâche 1 et la programmation est simple, elle est basée surtout sur les équations d'activation et de désactivation des étapes du graph7. Donc, pour la première ligne, si on a une condition if x30 et il me manque une condition ici, si on voit le résultat obtenu, on constate qu'il y en a x30 égale 0 et x31 égale 1. Cela veut dire qu'on va désactiver
l'étape 30 et activer l'étape 31. D'où c'est le passage de l'étape 30 vers l'étape 31, ou plutôt l'activation de l'étape ou l'équation d'activation de l'étape X30, 31, c'est X30 et X21 en se référant au graphe 7 déjà utilisé précédemment. De même pour les autres étapes, activation et désactivation du 31, du 32 et désactivation de 31, activation de 33, désactivation de 32, l'enchaînement de notre tâche 1 jusqu'à arriver à la désactivation de la dernière étape de ce graphe 7 tâche, d'où le retour à l'état de repos. Et l'état de repos de ce graphe 7, c'est ou l'étape de repos de ce graphe 7, c'est l'étape 30. Donc, quand dit if x34 et le signal ou le signal provenant du graphe 7 mètre, qui est le x22, on va clôturer la tâche ou l'étape x34 et activer l'étape de repos x30. Bien sûr, dans un sous-programme de tâches, à ne pas oublier d'actionner ou d'activer toute action présente durant le déroulement des étapes d'un tel graphe 7. Il nous fournit l'activation de KM1 et KM2. Pour le KM1 et la KM2 seront actives soit durant l'activation de l'étape X32 ou X33, et de même pour le KM2, alors que le 12M1 est actif seulement si l'étape X31 est active. Passons à la tâche, au void tâche 2, et bien évidemment, c'est le sous-programme qui va nous décrire le déroulement de graphe 7 tâche 2 GT2. Donc, if x40 et x22, donc on aura l'activation de x41 et de la désactivation de x40. If x41 et L21, le capteur L21, on aura l'activation de x42 et la désactivation de x41. If x42 et L12, ici, on va faire de même comme on a fait précédemment pour le graphe 7, une petite correction concernant le capteur qui est le L11 et non pas le L12. Désolé encore. Revenons à notre travail. Donc, on a dit le L11. On active le X41 et on va désactiver. Il fait X43 et L31. Donc, X43 sera désactivé et on active le X44. Et ainsi de suite pour les autres étapes jusqu'à arriver à la dernière étape, la dernière activation, c'est le X46, X23 pour activer l'état de repos de ce graphe 7 tâche et désactiver l'étape X46. Et ici, on va annoncer ou présenter la temporisation durant l'étape X44. If l'étape 44 est active, on va enclencher une temporisation de 10 000 millisecondes qui est 10 secondes, comme mentionné dans le tableau de choix technologique. Et bien sûr, le temporisateur T1 sera actif durant cette période. Le contacteur 14M3 sera actif pendant l'étape 43, le 12M2 pendant l'étape 45, le 12M3 aussi pendant l'étape 45. Si on revient au GT2, on remarque aussi que durant l'étape X41 qui sera active, on aura le 14M2 qui sera active. Et pendant l'activation de l'étape X42, l'action demandée durant cette étape, c'est le 14M1.
alors que pour le X44, c'est le relais K1 qui sera actif durant cette étape. La tâche 3 et l'enchaînement et le fonctionnement de ce programme de cette tâche ne va pas se différencier des autres tâches précédentes. On aura la même stratégie, c'est à chaque fois d'utiliser l'équation d'activation pour activer la tâche actuelle et désactiver la tâche précédente, comme on va faire ici pour l'étape 51 qui sera active et l'étape 50 qui sera désactivé. Donc, ici, on va présenter la condition pour faire cela. C'est le X50, l'activation du X, lorsque l'étape X50 est active et on aura la réceptivité X23 franchise, on aura l'activation du X51 et la désactivation du X50. Pour activer l'étape 53 et désactiver l'étape 52, on aura la condition suivante, X50 et une période de temporisation T4. Pour activer ou le retour de notre graphe 7 tâche 3 vers son étape de repos et la clôturation de l'étape 53, on aura la condition suivante, X53 et X24. Bien sûr, la déclaration de notre ou la présentation de la durée du temporisateur T3 qui est enclenchée durant l'étape 51, donc if X51 est active, alors on aura une durée de 5000 millisecondes qui est 5 secondes, où durant cette période, le temporisateur T3 sera actif. Alors que si l'étape 51, qui est 52, qui sera active, on aura le temporisateur T4 pendant 10 millisecondes ou 10 secondes. La dernière action à activer, c'est l'action qui X51, qui est l'action de notre relais KA3. Tâche 4. Donc, pour la tâche 4, il nous demande la condition avec laquelle on va activer l'étape 62 et désactiver le 61. Donc, if X61 est l'achèvement d'une temporisation T5, on active l'X62 et on désactive l'étape 61. Pour activer l'étape 60 et désactiver l'étape 63, on aura la réceptivité X20 avec l'activation de X63 pour le retour de graphe 7 H4 vers l'étape de repos et l'achèvement de son fonctionnement. Donc, la présentation des deux temporisateurs qui sont le T5 et le T2 et les différentes actions qui sont K3 durant l'étape 61 et le K4 durant l'étape 62. Venons maintenant au corps du programme où on va commencer tout d'abord par la configuration du registre et l'initialisation des variables utilisées dans ce programme avec une petite remarque mentionnée que toutes les broches non connectées sont considérées comme des entrées. Donc, commençons par la configuration du registre des entrées et de sortie de différents ports utilisés par le microcontrôleur 16F877A durant cette activité, qui sont le port B, port C et le port D. Pour le port D, on aura la configuration en hexadécimale comme C7, puisque les trois premières entrées les trois premiers broches sont utilisées comme des entrées, la quatrième broche comme sortie, la cinquième et la sixième broche comme sortie et les deux broches restantes sont non connectées, d'où on va, selon cette remarque, on va les considérer comme des entrées. L'initialisation
des sorties comme la broche 3 de port D, la broche 4 de port D, la broche 5 de port D, et bien sûr, tout le port C, puisqu'il est, il est configuré en sortie. Une partie très importante lors de la configuration et l'initialisation, c'est d'initialiser les étapes déjà déclarées auparavant de notre graph7 synchronisé, soit les étapes du GCT ou les étapes des différents GT, avec une remarque très importante pour garantir un démarrage à un état stable de notre fonctionnement, toutes les étapes de repos de notre système ou de nos graph7 subdivisés doivent être actives. Donc, soit pour le graph7 de coordination, soit pour les graph7 tâches, alors que toutes les autres étapes doivent être obligatoirement désactivées. Donc, si on commence par l'étape demandée, c'est l'initialisation de l'étape demandée X20. On remarque bien dans notre document que le X20, c'est l'étape initiale du graph7 GCT, d'où elle doit être implicitement active. On donne 1 pour cet état, on l'initialise comme active. 21, 22, 23, 24 et 25 sont désactivés. Le X30, c'est l'étape initiale de la tâche 1 où elle doit être aussi active, alors que les autres étapes doivent être désactivées. On remarque aussi que le X40 est activé et les autres tâches du graphe 7, tâche 3, sont désactivées. Le 50 et le 60 sont activés, alors que les autres étapes doivent être désactivées. Et bien sûr, avec eux, la dernière étape demandée, qui est l'X63, qui doit être égal à 0. Et le reste, juste qu'à coordonner tout ce travail par la programmation ou l'enchaînement de fonctionnement de notre graph 7 GCD avec l'appel des différentes tâches déclarées auparavant comme des sous-programmes. Donc, on commence par l'activation de la première tâche qui va appeler la première étape de notre graph 7 GCT qui va appeler ou activer le fonctionnement de la tâche 1. Donc, if x20 et dcy. Donc, on aura l'enclenchement de la tâche 1. Pour enclencher la tâche 2 et clôturer la tâche 1, on va activer l'étape 22 de notre graph 7 GCT avec la condition if x21 et x34, d'où on va désactiver x21 et bien sûr et le x22, ce qui aura pour résultat d'enclencher la tâche 2 de notre système ou de notre graph 7 et désactiver la tâche 2 ou mettre la tâche 2 plutôt au repos. Et puis x22 et x46, on va activer l'étape 23 et désactiver l'étape 22 du graph 7 GCT, qui nous permettra de faire appel à la tâche 3 et l'enchaînement de son fonctionnement et de mettre au repos l'étape ou la tâche 2. Et bien sûr, pour faire enclencher la tâche 4, fx23 et x53, on active l'étape 24 du graph 7 GCT et on désactive l'étape 23, ce qui aura pour résultat le début fonctionnement de la tâche 4 et le retour de notre graph 7 tâche 3 vers son état de repos. Et bien évidemment aussi, notre graph 7 GCT, lui aussi, lorsque toutes ces tâches sont bien faites, donc il doit aussi revenir à l'état de repos, attendant un nouvel enchaînement de fonctionnement avec la condition if x24 et x63. Donc,
la dernière étape X24 sera désactivée et l'activation de l'étape initiale de ce graphe 7 coordination X20. Les points manquants c'est pour l'appel de la tâche manquante. On a la tâche 2, tâche 3 et tâche 4. Tout, c'est la tâche 1. C'est une méthode de configuration ou de programmation ou une solution programmée d'un graphe 7 synchronisé, mais on ne peut pas dire que c'est le modèle unique pour programmer un tel graphe 7 synchronisé. Il y en a plusieurs autres façons et cela se diffère selon le style ou le raisonnement de chaque personne. Arrivons maintenant à la deuxième partie de notre système ou de notre sujet, qui est la partie allouée au compteur synchrone. Une bobine de film en plastique permet de fardeler un nombre bien défini ou d'emballer un nombre bien défini de cartons. Un capteur de passage P est placé à la sortie du poste de refroidissement pour servir comme signal d'horloge d'un circuit compteur. Ce dernier aura pour tâche de lancer un signal lorsque le nombre de cartons maximal pouvant être fardelés pour une seule bobine est atteint, pour que l'opérateur pourra placer une nouvelle bobine de film en plastique. Donc, soit le montage suivant réalisant ces tâches. Donc, la première question demandée, quelle entrée est utilisée pour recycler le circuit de comptage de la figure suivante? Si on revient à la figure pour bien répondre à cette question, on sait très bien pour le circuit intégré utilisé 4510, on a deux possibilités de recyclage pour ce circuit. Soit en utilisant l'entrée de recette qui est le master recette MR, soit en utilisant en parallèle l'entrée de chargement parallèle avec les entrées de chargement pour faire le recyclage. On sait très bien pour un compteur incomplet, il y en a une équation de recyclage. L'équation de recyclage est issue des sorties de notre compteur. Si on fait le focus sur ce montage, on remarque bien que les sorties sont dirigées vers l'entrée de chargement parallèle PL. D'où on peut remarquer que l'entrée demandée pour le recyclage, c'est l'entrée de chargement parallèle. Donc, on dit qu'on a utilisé l'entrée de chargement PL. En deuxième question, on se réfère au document constructeur fourni à la page 4 de notre document support. Quel est le mode de fonctionnement de cette entrée? On a dit qu'on va utiliser l'entrée de chargement. Donc, si on revient au document constructeur fourni, soit la table de fonctionnement ou le chronogramme de notre circuit 4010. Donc, si on constate le fonctionnement ou le mode de fonctionnement de cette entrée grâce au chronogramme, si on prend l'entrée PL, elle est active à l'état haut. Prenons cet étage ici, puisqu'il est plus clair que le premier étage. Donc, on sait très bien l'effet de cette entrée, c'est que les sorties recopient les entrées de chargement lorsque cette entrée est active. Notre mission est de vérifier si ce chargement est fait exactement avec un front d'horloge ou le changement n'a pas suivi le front d'horloge de notre circuit. L'horloge, ici le front d'horloge, c'est l'entrée CP. Lorsque l'entrée PL a fait le passage du niveau bas au niveau haut à ce front exactement,
Ici, on fait la comparaison entre les entrées de chargement, le P0 jusqu'à P3, et les sorties de Q0 jusqu'à Q3. On remarque très bien que les sorties ont bien copié les valeurs des entrées de chargement, alors qu'on n'a pas à cet instant un franc d'horloge montant pour faire le changement et bien sûr, lorsque cet événement et là, on dit qu'on a un mode de fonctionnement asynchrone et non pas synchrone. Donc, l'entrée PL n'est pas son fonctionnement au sonifié n'est pas synchronisé avec le franc d'horloge. Et pour la table de fonctionnement, si on revient aux déclarations des modes, on peut lire clairement que le chargement de ce circuit est un chargement asynchrone. Revenons, bien sûr, on va dire que notre mode de fonctionnement, c'est le mode asynchrone. Il nous demande de déduire le nombre d'accès maximal de cartons pouvant être fardelés par une seule bobine en plastique. Comment on peut faire cette constatation? Si on revient bien, ce compteur est bien conçu pour dire ou pour faire le comptage du nombre des cartons déjà fardelés et de signaler à l'opérateur de changer la bobine de film en plastique lorsque un nombre bien défini est atteint. D'où le modulo de ce compteur. Si on peut déduire le modulo de ce compteur, on peut déduire le nombre de cartons maximal qu'on peut faire fardeler grâce à une seule bobine de film en plastique. Bien sûr, on a dit que l'équation de recyclage va nous donner l'information sur le modulo de ce compteur et bien sûr faire attention au mode de fonctionnement de l'entrée de recyclage utilisée. Puisqu'on a dit qu'on a utilisé l'entrée PL, donc c'est une entrée asynchrone, d'où si on veut faire le recyclage avec les sorties, on doit choisir la valeur du modulo du compteur pour faire le recyclage. Bien évidemment, si on veut faire la différence et mieux comprendre, si l'entrée était en mode synchrone, qu'est-ce qu'on fait là? On va utiliser le modulo -1. Donc, le dernier numéro à afficher, c'est avec lui qu'on va recycler notre circuit et ceci est dû à la rapidité d'un tel circuit. Et si notre mode de fonctionnement est asynchrone, donc le fonctionnement est un peu lent, on peut faire le recyclage avec le modulo. Donc, ainsi que notre circuit est subdivisé en deux étages, un étage pour compter les unités et un autre pour les dizaines. Si on remarque que dans la partie recyclage, on n'a pas utilisé les sorties des unités, donc le numéro affiché avec le numéro final ou du modulo affiché avec ce circuit, c'est le 0. Alors, on a utilisé la première sortie et la dernière sortie du circuit des dizaines, donc on aura la valeur 1001 qui est le 9, d'où on peut dire finalement que le modulo de notre compteur est 90 et bien évidemment, donc, le nombre maximal qu'on peut emballer avec une seule bobine en plastique est de 90 cartons. Et nous avons décidé de justifier la nature du circuit 4510 utilisé. C'est bien clair que notre circuit intégré, le 4510, est un compteur décimal. Il fonctionne bien sûr en mode compteur des compteurs avec le choix, avec l'entrée U des barres, mais pour notre activité, dans cette activité, il ne sera utilisé que pour la fonction comptage. La dernière question, c'est de compléter le montage précédent par les liaisons nécessaires manquantes en tenant compte
de ce que vient. On va adopter une mise en cascade asynchrone entre les deux circuits intégrés 4510 et de prévoir un bouton d'initialisation init. Donc, complétons le branchement de notre circuit. On va commencer, bien sûr, par la programmation des deux circuits comme bien défini précédemment comme des compteurs. Donc, l'entrée U des barres doit être utilisée au plus VCC, bien sûr, pour les deux circuits. Ainsi, on a dit que l'entrée PL, c'est elle qui est utilisée pour le recyclage de notre circuit, d'où on doit désactiver l'entrée. Quelle entrée on doit désactiver? C'est l'entrée MR qui est l'entrée de remise à zéro et bien sûr la relier à la masse aussi pour les deux circuits intégrés 45 10. Une chose très importante pour le bon fonctionnement de notre compteur, c'est d'activer les deux circuits, bien sûr, qui est l'entrée CE bar. Donc, puisqu'elle est active ou active à l'état bas, on doit relier cette entrée pour l'entrée, bien sûr, l'entrée vers le potentiel masse. Pour la mise en cascade demandée. Donc, il nous demande une mise en cascade. Et qu'est-ce que ça veut dire une mise en cascade asynchrone? C'est d'utiliser l'entrée d'horloge seulement pour le premier circuit. Quel est notre premier circuit dans cette application? C'est le circuit des unités. Donc, le capteur P sera, lui, chargé par le signal d'horloge. C'est le capteur qui s'incrémente à chaque passage d'un carton à la sortie de ce poste. Donc, on va utiliser ce signal pour être un signal d'activation de l'horloge du circuit des unités. Et que faire pour l'horloge du circuit dizaine? Et puisque la mise en cascade demandée, c'est une mise en cascade asynchrone, d'où on doit utiliser la sortie fin de comptage de notre, ou fin de cycle de notre circuit unité. C'est elle qui va, à chaque fin de comptage, elle va fournir un franc qui va nous servir comme signal d'horloge pour le circuit des dizaines. C'est ça, la mise en cascade asynchrone qu'on doit bien sûr configurer pour avoir le bon fonctionnement de ce compte. La dernière chose demandée, c'est de prévoir un bouton d'initialisation manuel. Bien sûr, si à tout moment le comptage n'est pas fini, donc on peut à tout moment de recycler notre circuit et ou le faire revenir à zéro grâce à un bouton init qui est ici, d'où l'utilisation d'une porte ou pour avoir le recyclage soit par l'équation de recyclage venant des sorties lorsque le modulo de ce compteur est atteint, ou par l'action du bouton initialisation manuel ici.
Donc, en dernière question, et cette question sera pour vous comme même petite activité de révision, le circuit conçu précédemment, on est demandé à faire quelques modifications des solutions utilisées avec les conditions suivantes, en conservant le même modulo que le montage précédent, en changeant la mise en cascade, utiliser en mise en cascade asynchrone et faire les changements nécessaires. Et bien sûr, d'utiliser maintenant comme entrée de recyclage l'entrée MR qui est l'entrée de recette et aussi prévoir un bouton d'initialisation manuelle RAS. J'espère très bien que cette séance vous a attiré l'attention et je vous souhaite aussi une bonne acquisition et bonne chance pour le reste de votre parcours. Merci bien et Shahia Taïba pour tout le monde. Et attendez un nouvel rendez-vous dans cette série de séances de révision. Merci.